bienvenue dans ce live Facebook Wami, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nous allons attendre d'être un petit peu plus nombreux pour commencer ce live. Mais en attendant, je me présente. Je suis Clarisse et je remplace aujourd'hui Elisa. Et bien sûr, je suis accompagnée de Stéphane, qui, je le rappelle, est vétérinaire et rédacteur pour Wami. Bonjour Stéphane. Bonjour Clarisse, bonjour à tous. Bonjour à tous. On attend d'être un petit peu plus nombreux. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez pouvoir poser des questions aussi bien sur votre chat que sur votre chien. Elles peuvent concerner leur comportement mais aussi leur santé. Et notre expert Stéphane y répondra en direct. Alors, attention cependant à ne pas demander d'avis médical sur une consultation. On va répondre à des questions d'ordre général, mais je ne peux pas fournir de consultation parce que malheureusement on a toujours des questions et des gens qui sont malheureux qu'on ne puisse pas répondre à une question de santé concernant leur animal à un instant donné. Pour ça, il faut aller voir un vétérinaire. Mais pour toutes les autres questions, n'hésitez surtout pas, toutes les questions rhétoriques, thème comportement ou santé, chien et chat. Très important. Et alors surtout restez bien jusqu'à la fin de ce live pour tenter de remporter une Wami's Box en participant à notre jeu concours. Pour ça, il vous faudra répondre à notre question du jour. Mais pour le moment, nous allons passer à vos questions. Alors, première question de Perce-Neige. Comment s'appelle le frissonnement du chat quand on lui caresse le dos et pourquoi fait-il ça? En fait, ça ne porte pas un nom particulier, il s'agit d'un réflexe, lié à une voie nerveuse qui ne passe pas par le cerveau, donc c'est un réflexe très très rapide. Et ce réflexe nous est d'ailleurs utile dans les consultations, notamment neurologiques, pour vérifier justement l'intégrité de la moelle. Et donc pour voir ce réflexe, il suffit de stimuler les poils ou le pelage, la peau, sur le côté du corps de l'animal, ça marche également sur les chiens. Et on observe en fait une petite réponse musculaire qui est un petit frissonnement, des petites vibrations sur tout le corps du chien, donc les muscles cutanés du tronc en général. Et ça indique déjà d'une part que ses voies nerveuses fonctionnent bien et d'autre part qu'il a ressenti la caresse que vous avez faite sur son dos. Donc ça peut être une caresse agréable pour l'animal comme simplement un réflexe dû à des voies nerveuses qu'il ne contrôle pas. Mais voilà, vous avez l'explication. Donc ce frissonnement est un réflexe nerveux. Merci Stéphane. Question suivante, elle est de Cléo qui dit bonjour, faut-il couper les poils dans les coussinets des chats, entre les coussinets des chats? Alors non, pas nécessairement, à moins qu'il y ait des infections qui se développent dans cet endroit-là parce qu'il aurait beaucoup trop de poils, mais j'ai jamais vu ça. Très concrètement, je vois pas d'indication pour lesquelles couper les poils sous les coussinets. Par contre, ça peut être important s'il ne sort pas de bien lui couper les griffes parce que sinon il ne les use pas et du coup il peut s'accrocher potentiellement dans les tissus, les moquettes ou des choses comme ça. Très bien. Question suivante, elle est de Marine. Bonjour, je voulais savoir si vous pourriez m'aider car j'ai un chien de type Chihuahua, croisé Pinscher, qui s'est fait attaquer au mois d'août et depuis il se gratte énormément, mais aucune présence de tiques, de puces, de plaques, de pellicules. Alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir objectiver en clinique, parce que sur des grattages, il y a bien d'autres causes qui peuvent ne pas forcément être parasitaires. Donc des fois, ça peut nécessiter une prise de sang ou d'autres examens complémentaires. Donc pas hésiter déjà, en première étape, à aller voir un vétérinaire pour qu'il puisse examiner la peau et vraiment avoir un œil averti sur votre chien. Et dans une seconde étape, éventuellement, on peut envisager des causes comportementales. C'est vrai que dans certains cas, on peut avoir des léchages ou des grattages liés à du stress, notamment par rapport à un éventuel trauma comme vous le rapportez, mais ça reste une cause qu'on va vérifier secondairement. La première étape reste quand même de vérifier, même si vous ne voyez pas de parasite, quand même qu'il n'y ait pas une autre maladie de peau qui puisse être à l'origine de ces grattages. D'accord. Question suivante, elle est de Philippine. Bonjour, à quel âge un chaton qui n'a pas de maman peut-il arrêter le biberon? Alors, ça c'est une question intéressante.
parce que c'est vrai que le sevrage chez le chat se fait entre 2 mois, 3 mois en général, voire des fois il y a des chatons qui restent jusqu'à 6 mois près de leur maman. Mais par contre, au niveau nutritionnel, le chaton devient très très vite un prédateur parfaitement autonome et efficace. Donc déjà d'une part avec les comportements pour chasser, mais au niveau de son intestin, il est capable de digérer les protéines ou en tout cas des aliments solides à partir d'un mois et demi à peine. Ça va très très vite et en fait la transition alimentaire du chaton se fait en général entre 1 mois et 2 mois. Donc c'est à partir de là où il commence à prendre de la nourriture solide et à arrêter de boire du lait. Donc pour réaliser une bonne transition alimentaire, dans ces eaux-là, autour de 1 mois et demi, 2 mois, vous commencez à lui présenter de la nourriture solide telle qu'il va avoir après, et naturellement de la nourriture chaton. Ça peut être des croquettes ou de l'humide donc. Et vous faites progressivement cette transition en augmentant progressivement la part de nourriture solide et en enlevant le lait d'ici la fin des 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Donc en général, on fait des transitions alimentaires sur une quinzaine de jours pour que ça se passe vraiment bien et éviter tous les problèmes de diarrhée qu'il peut y avoir avec des transitions trop brusques. Très bien. Alors, je rajoute une question à ça. Et si ce n'est pas respecté, est-ce qu'il y a une incidence sur le comportement du chaton en plus de sa santé? Le fait d'être sevré trop tôt, passé. Alors, dans le cas des sevrages trop précoces, effectivement, on peut avoir une incidence sur le comportement, notamment au niveau des autocontrôles, même si le chat reste un animal solitaire. Il faut garder à l'esprit que ça reste un animal qui, contrairement au chien, dans la nature, a tendance à vivre seul. Donc, c'est assez fréquent, même quand il reste près de leur maman, qu'ils n'aient pas les autocontrôles, donc le contrôle de la morsure et de la griffure. Mais c'est clair qu'un chaton qui est séparé à 1 mois de sa maman, il ne va pas les avoir et il faudra les lui apprendre dans le jeu à limiter ses griffures et ses morsures, parce que sinon, dans l'excitation, souvent, ils ont tendance à faire trop mal. Ça, c'est clairement le principal impact que peut avoir un sevrage trop précoce sur le comportement. Très bien. Une question de Christine. Bonjour, mon chien, un bulldog français, jappe beaucoup à certains moments de la journée ou en soirée. Je ne sais pas pourquoi. Comment déterminer pourquoi? Quelle raison? Est-ce qu'il y a des astuces? Ben non, ça c'est très compliqué sans voir le chien dans l'action, parce que voilà, a priori ça a l'air d'être à certains moments précis dans la journée, peut-être qu'il y a un déclencheur pour être quelque chose à chercher, mais il y a des fois des chiens qui focalisent tout simplement parce qu'ils ont envie de causer. C'est une forme de communication et que si par exemple au moment où vous êtes présent, le fait pour lui d'aboyer, ça lui permet d'obtenir de l'attention de votre part, ne cherchez pas plus loin, la raison elle est là. C'est simplement pour attirer votre attention et que vous vous intéressiez à lui. Le chien est un animal social et il utilise beaucoup la voix pour communiquer, notamment parce qu'il s'adapte bien à nous, qui utilisons également beaucoup la voix. Il utilise aussi beaucoup les postures visuelles, des choses comme ça, mais il y a des chiens très bavards et des fois il ne faut pas chercher plus loin comme raison pour expliquer des aboiements. Après, si vous identifiez une cause comme la présence de travaux, un autre chien qui aboie dans le voisinage, ou même des choses liées au stress, pas hésiter à avoir un comportementaliste pour essayer d'objectiver ces causes et les traiter avec de l'éducation. D'accord, très bien. Une question de Joël. Quand un chiot de 8 semaines arrive dans une nouvelle famille, doit-on le mettre dans la chambre pour qu'il ne soit pas seul? Dans la chambre, vous voulez dire avec, oui, avec les propriétaires. Alors, il y a beaucoup de choses qui se discutent là-dessus. Pour moi, je pense qu'il faut voir en fonction du tempérament du chien. Il y a des chiens qui sont très vite en détresse lorsqu'ils sont comme ça changés de milieu. Donc, ça peut être bien effectivement de les garder près de soi, mais il faut aussi leur apprendre la solitude, donc les entraîner. Mais c'est un entraînement qui se veut progressif. Commencer par laisser le chien tout seul la nuit directement pour l'habituer à la solitude, c'est pas forcément une bonne chose. On peut avoir du coup une fort stress pendant la nuit. C'est des choses qui vont jouer sur le bien-être du chien. Donc le mieux, c'est de faire en fonction du chien, de son tempérament, des chiens plus ou moins solitaires. Si vous voyez qu'il ne supporte pas du tout la solitude, il faut le faire progressivement. Donc au début, vous pouvez le garder dans la chambre, puis il est habitué petit à petit à des moments de solitude de plus en plus longs, quitte ensuite à ce qu'il passe ses nuits seul. Et si par contre il a déjà l'habitude, il fait sa vie et pour ça il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de le garder près de vous. Très bien. Question suivante de Catherine. Comment faire l'apprentissage de la propreté à un chiot quand on habite en appartement? Est-ce qu'il y a des astuces? Alors, les techniques vont être globalement les mêmes qu'à l'extérieur, de toute façon. Il faut que le chien apprenne à faire ses besoins lors des balades, principalement. Donc, pour ça, le mieux, c'est d'utiliser des renforcements positifs. Donc, quand on a un jeune chiot à la maison, c'est facile de cibler les moments où il va avoir tendance à éliminer. Ça va être après les repas et au réveil.
Vous le baladez à ce moment-là. De toute façon, un chiot, ça a besoin d'être baladé plus fréquemment qu'un vieux chien. Donc vous le baladez à ces moments-là et comme ça, vous le récompensez chaque fois qu'il fait ses besoins et en associant la récompense vraiment immédiatement après le besoin, donc ça peut être une friandise ou même simplement une récompense vocale, le chien va très rapidement associer le fait de faire ses besoins à l'extérieur à quelque chose de très positif. Il est vivement recommandé de ne pas utiliser la punition à l'intérieur. En général, on n'est pas là au moment des faits pour agir, pour intervenir et dans les autres cas, donc quand ce n'est pas synchronisé avec le moment où il fait ses besoins, la punition n'aura aucun impact positif sur le chien. Au contraire, ça risque non seulement de ne pas lui apprendre la propreté, mais en plus d'ajouter un stress. Donc, vraiment plutôt utiliser le renforcement positif à l'extérieur quand il fait ses besoins pour l'inciter à faire ses besoins à l'extérieur. Et puis, si jamais vous avez des difficultés, pour le coup, il ne faut pas hésiter à avoir un éducateur, même pour un cours ou deux, ce qui peut suffire, parce que des fois, on a vraiment du mal à communiquer avec son chien malgré toutes les bonnes explications qu'on donne, comme il ne faut pas punir immédiatement, il faut récompenser tout de suite après, etc. Voir un éducateur, ça vous permet d'avoir une belle démonstration et en un ou deux cours, souvent ça peut vous donner la bonne technique qui vous manquait par rapport à votre chien. Très bien. Alors j'ai une question de Joe qui est très surprenante. Bonjour, mon chat est tout noir à la base et il est en train de devenir blanc. Est-il malade? Est-ce que vous avez déjà, Stéphane, fait un cas de ce type? Alors, à part le cas des siamois, dont le pelage assez particulier a la caractéristique d'être noir aux extrémités, et c'est parce que c'est lié à un gène particulier en fait qui fait que la coloration noire ne s'exprime que dans les parties qui sont froides. Bon, c'est des chats, potentiellement, s'ils sont plus ou moins exposés au froid, on peut avoir un pelage qui devient plus ou moins gris, voire qui noircit, ou qui blanchit au contraire. Ça dépend vraiment de l'alternance entre chaud et froid. Mais dans les autres cas, un pelage qui blanchit, bah non, à part la vieillesse, et encore chez les chats, ça se voit pas tellement, hein, c'est pas le pelage qui va devenir blanc, c'est plutôt quelques poils blancs qui vont apparaître. Autrement, j'irai voir s'il n'y a pas surtout une perte de densité du pelage pour voir apparaître la peau en dessous. Ça peut être lié à une perte de poils. Faut pas hésiter à vérifier en clinique vétérinaire qu'il n'y a pas une anomalie liée à ça. D'accord. Très bien, merci Stéphane. Alors, question suivante. Lana, elle aimerait savoir comment, elle vient d'adopter un chiot, et elle aimerait savoir comment comment habituer son chat surtout à la présence de ce nouveau petit compagnon. Eh ben, c'est une bonne question parce que là, dans le sens où vous intervenez, c'est là où vous allez avoir des difficultés. Potentiellement, ce serait plus simple si c'était le chaton qui arrivait en présence d'un chien adulte. Mais il s'avère que le chat est un animal qui est très sensible au changement et quand il y a un nouvel arrivant dans la maison, c'est pour lui effectivement une grosse épreuve. Donc c'est vraiment une bonne question et très pertinente de s'intéresser au bien-être du chat à ce moment-là. Pour le chiot, pour le coup, vous ne faites pas de soucis, le chien est un animal social qui a tendance à très bien s'adapter à d'autres espèces, il arrivera à trouver sa place par rapport au chat. Mais il faut que le chat arrive effectivement à se positionner, à dire bah, moi je ne veux pas de contact avec le chien, ou alors ok pour jouer mais pas trop longtemps, etc. C'est le chat qui va fixer ses limites et ça peut lui prendre du temps effectivement. Donc le mieux c'est de présenter votre chien d'abord progressivement à votre chat. Pas hésiter à laisser à votre chat des espaces où il peut s'isoler si potentiellement le chien a tendance à le suivre par exemple. Sinon votre chat risque effectivement d'être un peu harcelé et ça pourrait finir avec des problèmes de comportement comme de la malpropreté. Donc vous pouvez présenter des petites zones comme ça pour votre chat de tranquillité. Et puis pas hésiter à jouer sur les renforcements positifs aussi. Donc vous servez la gamelle avec des friandises, par exemple de la pâtée que les chats adorent, des choses comme ça, en présence du chien, pour que le chat vraiment se fasse à l'idée que la présence du chien n'est pas quelque chose de négatif. Ça va prendre beaucoup de temps. Au départ, il est tout à fait possible qu'il ne veuille pas manger en sa présence, donc il faut servir la gamelle dans la pièce d'à côté. Puis petit à petit, vous rapprochez par exemple. Et oui, pas hésiter à attendre des fois 3 à 4 semaines avant que les choses se stabilisent bien. Le chat est vraiment un animal très très sensible. D'accord. Très bien. Question suivante de Marie-France. Mon chat a tendance à pincer ou mordiller quand il n'a pas ce qu'il veut. Voilà, comment faire pour que ça s'arrête? Alors moi j'appelle ça l'amour vache. Parce que c'est vrai que le chat, quand il est un petit peu contrarié, passe très vite dans ce qu'on appelle des attaques de prédation. Donc là, c'est un petit peu ça, des attaques de prédation. Il va mordiller gentiment, hein, ou alors donner des petits coups de patte en passant. C'est parce que le chat, en fait, quand il est très actif, et en particulier quand il s'excite, ça reste son comportement principal au cours de la journée, la chasse, en fait. Donc très souvent, ça va virer effectivement sur
sur des actions comme ça. Ça arrive aussi également quand on caresse le chat, au bout d'un moment il se met à mordre. Donc dans ce genre de cas, moi ce que je fais tout simplement, c'est que je pousse un cri, un aïe ou un non, ou un truc bien sonore, avertissant le chat que j'ai changé d'état émotionnel, je ne suis plus en joie mais je suis contrarié, et je m'éloigne de lui tout simplement. On appelle ça une punition négative, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une punition qu'on donne, on soustrait plutôt la récompense. Là, ici, il s'agissait de donner des caresses et de l'attention au chat. Bah, dès qu'il commence à mordre ou à griffer, j'arrête le jeu ou les caresses, et du coup, bah, ça vient renforcer le fait qu'il ne faut pas qu'il montre les griffes ou qu'il morde pendant ces interactions, pour que le jeu ou les caresses se prolongent. Donc, c'est pareil qu'à la question précédente, il faut user souvent beaucoup de patience pour apprendre au chat ses autocontrôles, puisqu'il s'agit d'autocontrôle. Et notamment si c'est un chat adulte, ça va plus vite avec un chaton, mais pour un chat adulte, ça peut prendre des mois, voire des années, avant que le chat commence à bien maîtriser ses griffes ou ses morsures lors du jeu. D'accord. Question suivante de David. Bonjour, j'ai un chien mâle, un husky de Sibérie, âgé de 3 ans, et il veut toujours fuguer. Est-ce normal? Sachant qu'il précise, je ne sais pas si c'est important ou pas pour cette question, mais il précise qu'il est stérilisé. Il est stérilisé. Ouais, c'est vrai que, la stérilisation vient jouer un petit peu sur un impact assez mineur. Globalement, il y a des tempéraments fugueurs. Ça, c'est clair que, et notamment le husky, j'ai souvent vu ça sur les huskies. Les chiens nordiques ont tendance à avoir beaucoup de besoins d'espace et de liberté. Ils ont tendance effectivement à prendre la fuite assez facilement. Donc, pour ça, on peut chercher au niveau des causes comportementales, effectivement, pourquoi le chien cherche à aller à l'extérieur. Très souvent, on va tomber sur, parce que je mentionne là, un manque d'activité. Donc, par exemple, le promener plus longuement, ou lui offrir des balades sans laisse, ou vraiment de l'exercice sportif qui va le fatiguer, et aussi des balades avec beaucoup de stimulation, d'odeur, de rencontres avec d'autres chiens si potentiellement il est sociable. Toutes ces choses-là, tout ce qui peut l'attirer vers l'extérieur, vous lui fournissez en masse de façon à diminuer son intérêt pour l'extérieur. Il faut voir aussi pendant combien de temps il est seul. Souvent la fugue se fait dans les moments de solitude. Ça peut être un facteur assez important à risque. Donc jouer sur ces facteurs-là pour limiter la fugue, et sinon malheureusement on est obligé d'utiliser des barrières ou des clôtures qui vont limiter le chien dans son accès à l'extérieur, sachant qu'un chien ça peut escalader de grandes hauteurs, il ne faut pas hésiter à faire monter le grillage pour tout simplement l'empêcher de sortir quand il en a envie. Très bien, merci Stéphane. Question suivante, alors elle est plutôt touchante, elle est de Nadine. Depuis que son fils est parti pour l'université, son chien déprime, il ne mange plus, il passe son temps à dormir, que peut-elle faire? Alors déjà, la dépression chez le chien existe, hein, ça c'est important de le mentionner, c'est un état émotionnel, la dépression, et en l'occurrence il s'agit de l'état émotionnel où il n'y a plus de motivation et où, comme elle le décrit très bien, on a un animal qui est plus du tout actif. Et donc le chien étant un animal très social et parfois même en dépendance affective avec les relations sociales qu'il a, on peut avoir ce genre de comportement suite au départ de son être d'attachement, en l'occurrence le fils de cette dame. Donc pour le coup, il faut souvent fournir de l'attention au chien pour compenser le manque qu'il a lié à l'individu qui est parti. Le chien est fidèle, mais si jamais on lui fournit beaucoup d'attention et d'amour, il peut compenser entre guillemets la perte qu'il a eue sur quelqu'un d'autre. Ça peut être un autre compagnon canin aussi, hein. Ça peut être une option éventuellement d'envisager une autre adoption pour lui fournir de l'occupation et éviter effectivement qu'il soit en dépression. Sinon, après, je vous invite aussi à faire attention au fait qu'il n'y ait pas une maladie sous-jacente qui soit à l'origine de cette baisse d'appétit. Dans certains cas, certaines maladies qui provoquent des pertes d'appétit qui s'étalent sur plusieurs mois. On a vraiment un appétit qui baisse très lentement. Ça peut être le cas de certaines insuffisances métaboliques sur certains organes ou des processus tumoraux. Donc à vérifier quand même, je mets ça vraiment dans un petit coin. Sinon, par rapport au comportement, oui, pensez à lui donner de l'attention, de l'affection, et pourquoi pas un compagnon éventuellement, et pour que tout simplement il se fasse à ce départ et à ce manque d'affection qu'il avait par rapport à son fils. Très bien, merci Stéphane. Alors, question suivante de Méline. Bonjour, nos amis les animaux peuvent-ils avoir des caries comme nous les humains? Et que faut-il faire si nos animaux en ont? Et peut-être comment savoir s'ils en ont aussi? Et oui, tout à fait, ils peuvent se faire des caries. Leurs dents et leur qualité buccale globalement
ressemble beaucoup à la nôtre. Ils ont en général une alimentation qui est moins chargée en sucre que nous, donc les dents sont moins rapidement attaquées, mais par contre ils ne se brossent pas les dents, ils n'ont pas d'entretien, à moins qu'on leur donne, effectivement, j'y viendrai à la fin. Et du coup, oui, il y a des caries qui se développent. En général, des plaques de tartre vont apparaître dès que vous soulevez les gencives de votre chien. Vous voyez du jaune, orange, voire marron qui se dépose sur les mailles dentaires. Et vous le voyez aussi au niveau des gencives, avec un petit liseré rouge bien vif. Normalement, c'est censé être rose pâle, avec un petit liseré rouge sur le bord des gencives qui indique qu'elles sont en train de s'inflammer. Donc tout ça, effectivement, c'est des signes que ça commence un peu à s'infecter au niveau des dents. Et pour ça, le traitement, ça passe par deux aspects. On ne peut pas leur brosser les dents et enlever le tartre qui forme vraiment un film bactérien très dur avec simplement une brosse à dents. Il y a seulement le détartrage chez le vétérinaire qui peut lui permettre d'enlever ce tartre. Surtout qu'en plus, à chaque détartrage, souvent on a une dent qui bouge ou des choses comme ça. Il y a souvent aussi des extractions dentaires qui sont faites. Mais après ça, vous pouvez donner déjà une alimentation solide qui va éviter le dépôt de tartre, en tout cas de le limiter, soit par la composition, soit par la texture. Donc ça peut être par exemple les croquettes qui ont un aspect un peu plus abrasif que la nourriture humide. Soit vous allez utiliser des compléments, donc ça peut être des lamelles dentaires ou des bains de bouche. Bains de bouche un peu plus difficile à utiliser, mais ça peut se faire en complément de brossage aussi des brosses à dents à utiliser. Bref, plein de solutions à voir en fonction des chiens, parce que comme chez nous, il y en a qui vont avoir du tartre plus vite que d'autres, donc potentiellement faire au besoin. Certains ils ont besoin d'un détartrage par an, d'autres ils n'ont jamais besoin d'entretien dentaire de leur vie. Il faut vraiment voir en fonction de votre chien et n'hésitez pas à poser la question avec votre vétérinaire. Très bien, merci. Alors on me dit qu'il va falloir parler un petit peu plus fort, apparemment certaines personnes n'entendent pas bien. On va essayer donc de monter le son. Question suivante, elle est de Clémentine, pardon. Son chien Gaston a une petite grosseur, une hernie peut-être, elle ne sait pas, qui pousse au niveau du ventre au milieu. Bien sûr, elle a pris rendez-vous chez son vétérinaire, mais elle s'inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire ou qu'elle doit éviter jusqu'à son rendez-vous? Voilà. Voilà un cas où justement on va pouvoir répondre à la question, puisque la question c'est qu'est-ce que je peux faire en attendant mon rendez-vous. Je ne pourrais pas vous dire quelle est cette grosseur, vous en êtes bien consciente, même si l'hypothèse que vous avez une hernie chez un jeune chien en plein milieu du ventre, on peut y penser. Mais il ne faut pas exclure une masse tumorale, donc effectivement aller chez le vétérinaire est la bonne chose à faire. Et si vous voulez savoir quoi faire en attendant, ça dépend un peu depuis combien de temps vous avez repéré cette masse. Si vous la voyez grossir, si jamais elle est abîmée ou ulcérée ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à même déclencher la consultation plus rapidement. Si par contre la masse ne bouge pas, que vous ne la voyez pas évoluer en taille dans les jours qui précèdent la consultation ou qu'il n'y a pas de lésion dessus et que l'animal ne manifeste pas de gêne, léchage ou autre par rapport à cette masse, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être aussi un abcès et ça ce sont des masses qui sont douloureuses. Tous ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, même rien du tout en fait. Il faut attendre le diagnostic pour savoir qu'est-ce que c'est et envisager le traitement à partir de là. Donc, à moins qu'il y ait des lésions dessus, auquel cas vous nettoyez, pour le coup, vous n'avez rien à faire en attendant la consultation. Si par contre, il y a la moindre chose qui évolue, perte d'appétit, diarrhée, quoi que ce soit d'autre qui arrive sur votre animal, posez la question à la clinique. Si vous avez le moindre doute, de toute façon, la meilleure chose à faire, ça reste encore d'appeler la clinique et de poser la question. Vous aurez la réponse immédiatement et comme ça, vous saurez en plus par rapport à votre vétérinaire quelles sont ses préférences. Très bien. Alors, il est temps de passer à notre jeu concours pour tenter de remporter une Wamisbox. Alors, une Wamisbox, qu'est-ce que c'est? C'est un coffret cadeau pour votre chien ou votre chat qui comprend des jouets, des friandises, des produits d'hygiène et d'autres surprises. Et pour tenter de la remporter, il vous faudra répondre à la question suivante. À quelle race appartient ce petit gars? Voilà, à quelle race appartient ce chien? Alors, il vous suffit de mettre votre réponse dans les commentaires et un gagnant sera tiré au sort parmi les bons répondants. Il sera ensuite contacté en message privé. Il faut donc bien regarder la rubrique autre. On va poursuivre avec une dernière question avant de vous annoncer quel sera le grand gagnant. Une dernière question de Natsuki. Bonjour, mon chien hurle au ciel quand la cloche de l'église près de chez moi sonne à midi et 7 heures. Et elle fait un son plutôt long, ok. Mais surtout, il s'inquiète. Est-ce que cela veut dire que le bruit est douloureux pour lui? Alors, non, rassurez-vous, il y a beaucoup de chiens qui font ça. Et
les cloches, les sonneries de sirènes de pompiers ou parfois même un son un peu fort à la télévision. Moi j'appelle ça les chiens qui chantent. En fait, ouais, encore une petite parenthèse, mais vous avez peut-être vu le film Zootopia avec les loups qui où le chant est contagieux de loup à loup. Bah, c'est exact, ça c'est très véridique en fait. L'espèce canine est une espèce très communicante, j'en ai parlé tout à l'heure, et ils ont tendance, quand ils entendent un ululement ou un son qui s'y rapproche, bah, à eux-mêmes avoir envie d'hurler, et c'est quelque chose qui a tendance à être assez positif dans le comportement du chien, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas en manifestant du stress, il se contente de hurler à la, enfin, oui, hurler à la mort comme on dit, mais très souvent, si jamais vous venez interrompre votre chien ou lui parler à ce moment-là, vous allez avoir la queue qui bat ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez même le renforcer assez facilement en l'imitant, vous allez voir la réaction qu'il va avoir, ça va être assez amusant. Donc, non, non, rassurez-vous, il y a beaucoup de chiens qui font ça, et moi j'assimile ça du chant. C'est vraiment qu'ils réagissent au son en reproduisant le son, et disons, plus ils sont en groupe, plus ils ont tendance à faire ça. Donc ce n'est pas forcément douloureux. Ça ne fait pas cette Non, non, ça n'est pas douloureux. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de ce live, Stéphane. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais sachez que vous pouvez aller sur le site onix.com dans la rubrique questions-réponses et un de nos experts y répondra. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.